Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes dimanche 26 septembre 2021. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyassou Maïnassara, a réceptionné au cours de cette semaine dans les locaux de leur garage un don de 55 ambulances avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population grâce au financement de la Banque islamique de développement et le Fonds de la vie et de la subsistance. Aïssa Adamou, Ibrahim Kantama, précision. C'est sur une requête du gouvernement et financée par la Banque islamique de développement et le Fonds de la vie et de la substance que le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé cette cérémonie de remise officielle de ces 55 ambulances d'une valeur de plus de 2 milliards. Ce projet de renforcement du système de santé s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ce projet de renforcement du système de santé financé par la Banque islamique de développement et le Fonds de la vie et de la subsistance est une opportunité de catalyser les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. Dans le cadre de ce projet financé par la BID, l'UNFPA continuera à apporter son assistance technique pour rendre plus performant le système de référence et de contre-référence en renforçant les liens fonctionnels entre les différents niveaux de soins. Ces actions seront soutenues par les activités de renforcement de capacité, l'équipement des centres de santé de référence, l'approvisionnement en médicaments vitaux de la santé maternelle et les activités de communication en faveur de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ces ambulances vont permettre aux différentes structures sanitaires bénéficiaires d'être plus performantes. Il s'agit aujourd'hui de procéder à la réception technique de 55 ambulances dans le cadre de ce projet qui met l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant. Comme vous le savez, le gouvernement du Niger a conclu un accord le 16 octobre 2018 avec la Banque islamique de développement et le Fonds pour la vie et la subsistance pour le financement d'un projet portant sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile avec comme objectif l'amélioration des indicateurs de santé de la reproduction. L'accord était destiné à mettre en place un projet en conformité avec le plan de l'OMS sanitaire, la feuille de route pour la réduction accélérée du taux de mortalité maternelle et infantile et avec le plan national de protection sociale. Cela marque donc la mise en œuvre du projet de renforcement du système de santé avec l'accent sur la santé maternelle, néonatale et infantile au Niger. L'objectif du projet est d'accélérer la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile et d'améliorer le fonctionnement du système de santé au Niger. En effet, il s'agissait pour ce projet de réduire la mortalité maternelle et infantile, notamment dans les régions de Dosso, Maradi et Zender, où cet indicateur est encore trop élevé. Malgré les résultats satisfaisants issus de la dernière enquête ENAFEM 2021 conduite par l'INS, avec l'appui de la Banque mondiale et la participation de l'UNFPA, l'OMS et l'UNICEF, les défis restent encore d'actualité. Cette enquête ENAMEF a révélé une baisse de la mortalité infanto-juvénile passant de 127 pour 1000 naissances vivantes en 2012 selon l'EDSN à 123
en 2021. Une baisse de la fécondité qui est passée de 7,6 enfants par femme en moyenne en 2012 à 6,2 enfants par femme en 2021 selon l'ENAFEM. Une hausse des soins prénatals CPNR4 de 33% en 2012 à 37% en 2021 selon toujours l'ENAFEM. Une hausse des accouchements assistés de 29% en 2012 à 44% en 2021. Ce sont au total 3 régions qui bénéficieront de ce don qui va sans nul doute leur permettre de freiner la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a aussi demandé aux collectivités territoriales de bien vouloir appuyer davantage les services de santé, personnel auxiliaire dont les techniciens de surface, les manœuvres et surtout les chauffeurs qui constituent un maillon faible du dispositif actuel. Restons toujours avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama pour signaler que juste après la cérémonie de réception des 55 ambulances obtenues grâce au financement de la BID et du Fonds de la vie et de la subsistance, le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales a entrepris une visite guidée au centre hospitalier régional Poudrière de Niamey. Guidé par le directeur du centre hospitalier régional de Poudrière, cette visite du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales a pour objectif de visiter le bloc opératoire. Après avoir visité ce bloc, le ministre de la Santé publique s'est dit satisfait de la rénovation du dit bloc. Un mois auparavant, et les services qu'on vient de visiter, les services de bloc opératoire, vous n'avez pas envie, en tout cas, de les visiter. Aujourd'hui, et après les travaux que le nouveau directeur, qui est là à côté de moi, et appuyé par son staff, vient d'entreprendre, après avoir exposé ce problème à une des réunions d'échange, il y a le médecin-chef de cet hôpital qui avait exposé ce problème, où à un moment les gens travaillaient dans des conditions très difficiles, très compliquées. Un hôpital qui fait, on m'avait dit, près ou plus de 25 césariennes par jour et dont le bloc n'était pas tout à fait fonctionnel. Vraiment, je suis venu pour les féliciter, féliciter le directeur, féliciter les agents pour ce que je viens de voir. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand motif de satisfaction quand je suis rentré dans ces deux blocs qui se sont fondamentalement métamorphosés. On a l'impression qu'on est dans d'autres hôpitaux nouvellement construits. Et je tiens également à féliciter l'entrepreneur qui a eu à leur effectuer ces travaux dans un record de temps. Cette rénovation va renforcer les conditions de travail des chirurgiens en offrant une meilleure santé à la population. Lancement officiel également au cours de cette semaine au district sanitaire à Niamey 3 de la stratégie Heart Pilote de prise en charge des maladies cardiovasculaires et du diabète dans le cadre des soins de santé primaire. Reportage Ramatou Oumarou, Abdel Nasser Abdou. Renforcer les dépistages, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles comme le diabète ainsi que le contrôle des facteurs risques et associés, tel est le but de cette initiative du Heart en phase pilote dans l'arrondissement communal Niamey 3. Les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète sont des maladies qui ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Elles sont de longue durée et d'évolution généralement lente. Les MNT tuent chaque année plus de 36 millions de personnes dans le monde, soit 63% de la totalité des décès annuels. Près de 80% de ces décès surviennent dans les pays à faible revenu et plus de 9 millions de décès attribués à ces maladies surviennent avant l'âge de 60 ans. De tous ces décès,
17,3 millions sont liés aux maladies cardiovasculaires. Au Niger, bien que la situation sanitaire soit fortement marquée par la prédominance des maladies transmissibles, les NNT sont aussi en train de gagner du terrain. Après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités, le maire de l'arrondissement communal Niamey 3 est armé d'espoir que les résultats qui découleront de cette initiative renforceront à améliorer la santé cardiovasculaire et la lutte contre le diabète. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey, quant à lui, est revenu sur la charte mondiale des maladies non transmissibles et a rappelé qu'il pourrait compromettre l'atteinte des objectifs du développement durable. Ces documents de planification qui tiennent compte du contexte national s'inspirent largement du plan d'action mondial de lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 qui vient d'être prolongé jusqu'à l'horizon 2030. Pour riposter à la charge de plus en plus croissante et grandissante de morbidité, de mortalité et de handicap attribuables aux maladies non transmissibles, le Niger expérimente deux approches. La mise en œuvre du Open, qui est un paquet d'interventions essentielles de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre les maladies non transmissibles majeures au niveau des soins de santé primaires dans le district sanitaire de Goté, région de Tillabéri, avec l'appui technique et financier du projet d'appui au système de santé ENABEL. La mise en œuvre de la stratégie HEART, objet du présent lancement, au niveau du district sanitaire 3 de Niamey. Il s'agit d'expérimenter la prise en charge des infections cardiovasculaires dans un contexte de soins de santé primaire. Ce test pilote est réalisé avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé à travers les fonds danois. Dans le cadre de cette expérience, tous les prestataires de services ont d'ores et déjà été formés. Et le district sanitaire 3 de Niamey a bénéficié des appuis en équipements et médicaments pour lutter contre les maladies non transmissibles liées aux affections cardiovasculaires. Espérons que les autorités nigériennes feront de la lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète leur priorité fondamentale pour le bien-être de la population, car ces derniers temps, c'est des maladies très récurrentes dans le monde préoccupent l'esprit de tous. La suite de cette rétrospective de la semaine, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger a ouvert les travaux de son 19e congrès ordinaire vendredi dernier à l'immeuble Onarem. C'était sous le patronage du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Les temps forts avec Haïssa Adamou qui commente les images de Ibrahim Kantama. Débuté par l'hymne de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN, ce 19e congrès ordinaire s'est ouvert sous le thème Démocratie et bonne gouvernance en Afrique, rôle des syndicats. Il s'agira pour les travailleurs de l'USTN de faire le bilan du mandat qui vient de s'achever et mettre en place les structures qui conduiront pour les prochaines années les destinées de l'USTN tout au long de ce congrès. Les travailleurs et leurs syndicats doivent mettre de côté leurs intérêts personnels, raffermir leur cohésion et asseoir une indépendance syndicale, gage d'un équilibre certain, mais aussi un rempart à toute éventualité. L'USTN, conformément à sa ligne politique, qui est le syndicalisme de développement, adopté depuis 1987, s'engage résolument à tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des travailleurs retrouvent cette cohésion dans la diversité et envisager l'avenir pour le bien-être des travailleurs en particulier et l'ensemble de la population nigérienne en général. Nous devons mettre de côté notre ego et travailler ensemble dans la sincérité que cela requiert et placer les intérêts des travailleurs au-dessus de tout. Aussi, je lance un appel à tous les acteurs syndicaux pour qu'ensemble, nous remplissions notre noble mission qui est celle de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs
afin de leur procurer de meilleures conditions de vie et de travail. Ce 19e congrès statutaire intervient dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, des inondations et les attaques terroristes. Le ministre de l'Emploi s'est dit confiant dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et l'USTN. La tenue de ce 19e congrès statutaire et la célébration du 61e anniversaire de votre organisation interviennent cette année dans un contexte, non seulement dans un contexte national marqué par la pandémie de la Covid-19, mais aussi les inondations et la multiplication des attaques terroristes. Comme vous le savez, cette situation demeure une réelle préoccupation pour le gouvernement, car elle est encore génératrice de multiples conséquences sociales et économiques négatives, compromettant ainsi la réalisation des aspirations légitimes de beaucoup de nos compatriotes. Et pour cette raison, nous nous employons à relever les défis majeurs afin de créer les conditions de la prospérité, ainsi que celles d'une paix durable et d'une justice sociale effective. Pour ce faire et pour vous répondre, il nous faut encore jeter les bases d'un programme d'action conçu pour nous orienter vers un meilleur avenir du travail qui dépendra des choix judicieux que nous ferons ensemble. Enfin, notons que ce 61e congrès ordinaire de l'USTN qui s'étendra sur une période de 2 jours a réuni les délégués des travailleurs des 8 régions du Niger. D'un syndicat à un autre, cette fois-ci du syndicat national du personnel de l'administration du secteur des transports qui a tenu hier matin une assemblée générale suivie d'un point de presse sur la situation socio-professionnelle des agents du ministère des Transports et la régie des recettes du dit ministère, suivant la teneur avec le secrétaire général du dit syndicat. Le Ben Sympact dénonce la perte des acquis des agents du ministère des Transports depuis un certain moment à travers le rapport entre l'administration et les syndicats. Un autre cas grave qui entrave la carrière de nos militants des agents du ministère des Transports est lié à leur affectation dans les sociétés privées, à savoir Sony Loga, Haru Printing, la société de visite technique et les autres sociétés que vous connaissez. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui l'État va prendre la latitude ou se donne la possibilité de prendre un agent public au service d'une société privée. C'est le même cas que ces sociétés, il faut les retenir. Dans toutes les régions, ils sont en train de fonctionner dans les services de l'État, c'est-à-dire dans les locaux du ministère des Transports. Ils utilisent les personnels du ministère des Transports, ils utilisent les bureaux du ministère des Transports, ils utilisent l'eau du ministère des Transports, ils utilisent l'électricité du ministère des Transports. Bref, ils piétinent ou ils pillent le budget public. Cette situation, nous ne pouvons pas continuer à la vivre. Il faut que des mesures soient prises pour qu'elles soient rapidement corrigées. Sinon, comment peut-on comprendre une société privée va contraindre un peuple à aller à une visite technique, mais cette autorité publique ne peut pas contraindre un privé à se conformer au texte de la nation. À se conformer au texte de la nation, pourquoi? Vous n'êtes pas sans le savoir que, ici, nous avions initié la création de l'autorité de régulation du secteur des transports par la loi 2019-16 du 24 mai 2019. Mais très malheureusement, les gens se sont cachés des revendications syndicales pour prétendre satisfaire à des besoins politiques. Aujourd'hui, cette autorité de régulation du transport qui est censée à protéger et à préserver l'intérêt de l'État, tout en suivant les cahiers des charges des sociétés concessionnaires, se limite à des désignations politiques du personnel. Ça, c'est grave. Et nous estimons que cette gestion doit être dépassionnée. Lorsque la gestion d'une administration se veut tout simplement le choix politique, parce qu'un tel, il est de notre parti politique, c'est parce que c'est moi qui possède telle position, je dois l'appeler pour le récompenser, pour l'encourager. J'estime que nous sommes en train de trahir la nation. Et d'ailleurs aussi, nous demandons le soutien ferme
de la Halcia. Nous demandons le soutien ferme de la Halcia pour qu'elle nous accompagne dans cette tâche. Qu'elle nous accompagne dans cette tâche, pourquoi? Quand nous avions constaté que ça ne va pas du tout, comme je l'avais dit, nous avons initié une lettre en date du 19 septembre pour qu'on puisse nommer des régisseurs. Parce que quand vous évoquez un problème, il est pertinent de définir des pistes de solutions. Nous avions écrit au ministre des Transports pour qu'il intercède au ministre des Finances qu'on nomme des régisseurs au niveau de Sony Loga, au niveau de la visite technique, au niveau de Harou Printing, bien que Harou Printing, pour un souci du patriotisme, de l'amour de la patrie et de l'administration publique, Harou Printing aujourd'hui est une boîte des affaires. Elle doit être fermée. Elle doit être fermée jusqu'à ce que la lumière soit faite. Hier, j'étais parti à Harou Printing pour rencontrer nos camarades, pour avoir les statistiques. Ils m'ont dit, non, il faut aller les voir là-bas. Le monsieur là qui vient de Liban ou quoi là. J'ai dit, non, non, pourquoi? Allez les voir par rapport à quoi? Le ministère des Transports, c'est notre ministère. C'est à lui de venir nous voir pour qu'il nous dise ce qu'il est en train de faire. Et le ministère des Transports doit avoir ces statistiques en main. Le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique a organisé au cours de cette semaine au siège de l'Union syndicale progressiste des travailleurs la première édition de la Journée internationale de la paix. Et c'était sous le haut patronage du médiateur de la République. Ramatou Oumarou, précision. Cette première édition de la Journée internationale de la paix organisée par le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique cadre avec l'émission du médiateur de la République dans la question de la paix durable au Niger. D'où le choix du thème retenu pour cette première édition est rôle et place des jeunes dans la prévention de la paix et de la lutte contre l'extrémisme violent. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que la journée du 21 septembre de chaque année est consacrée au renforcement des idéaux de la paix au sein des nations du monde entier. Cette année, sur le plan international, la journée est célébrée sous le thème « Se révéler pour un monde plus équitable et durable ». Ici, au Niger, le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie, RAPDA, a fait le choix du thème évoqué si haut, à cause du contexte national et sous-régional dominé par des menaces sur la paix et l'extrémisme violent liés aux attaques terroristes et des bandes armées. En procédant à l'ouverture de cette conférence, la secrétaire générale du médiateur a fait un bref historique de la Journée internationale de la paix et réaffirme le soutien de leur département. Le médiateur de la République, qui œuvre inlassablement pour un ancrage démocratique dans notre pays, par le truchement du respect et de la protection des droits et libertés, remercie le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique, RAPDA, pour cette initiative qui va contribuer sans nul doute à sensibiliser les populations sur l'importance de la défense de la paix, dans un contexte caractérisé par des attaques insensées des terroristes, des paisibles citoyens et les symboles de l'État. L'objectif poursuivi par votre réseau cadre parfaitement avec les missions du médiateur de la République qui œuvre sans relâche sur toute l'étendue du territoire national pour une paix durable au Niger, mais aussi dans la sous-région, comme l'attestent les nombreuses missions au fora que son institution a y amené. Présent pour la circonstance, le conférencier a exprimé ses sentiments. Nous estimons que faire cette activité s'inscrit dans la logique de participer à la sensibilisation de l'opinion publique centrée sur la préservation de la paix. Comme je le disais, les missiles peuvent tuer le terrorisme, la bonne gouvernance tue le terrorisme. On a vu par le passé, de 2011 à 2019, des colossales sommes qui ont été investies par l'État du Niger, surtout sur ces questions-là de sécurité. On est passé de 47 milliards à près de 200 milliards, soit une hausse de 246% en termes du budget de la défense. Mais malgré tout, on a constaté, et puis évidemment, la résurgence
des actions terroristes à dimension meurtrière. Donc nous estimons qu'à travers cette journée dédiée à la jeunesse, dédiée à la préservation de la paix, dont le thème aujourd'hui est sur le rôle de la jeunesse, nous estimons que c'est extrêmement important quand les jeunes sont les principaux acteurs de la propagation des actes terroristes à dimension meurtrière. Souvent, ils sont les principales victimes et logiquement, ils doivent être des acteurs de la paix. Notons que cette conférence va permettre d'inculquer les valeurs de paix et de la solidarité à la jeunesse nigérienne. Autre aspect de cette rétroactualité, les différents managers des entreprises, acteurs du secteur privé, des organisations professionnelles et institutionnelles étaient nombreux hier matin à prendre part à la rencontre d'échange organisée par la Direction générale des impôts dans le cadre de la mise en œuvre de la facture certifiée. C'était le ministre des Finances qui a présidé la dite rencontre. Instituée par la loi des finances 2020 et renforcée par celle de 2021, la facture certifiée est une nouvelle réforme fiscale initiée par la Direction générale des impôts du Niger dans le souci de respecter les exigences de transparence de la transaction fiscale. C'est dans le cadre de sa mise en œuvre que se tient cet atelier d'échange avec les managers d'entreprise afin de parler des tenants et des aboutissants de cette nouvelle réforme fiscale. L'objectif global de cette séance de ce matin, c'est vraiment un échange pour vous permettre, vous, directeurs généraux ici présents ou leurs représentants, de maîtriser ou de bien connaître les tenants et les aboutissants de cette réforme. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, nous voulons aussi échanger avec vous sur vos contributions. Il est essentiel, lorsqu'il s'agit d'un nouvel outil, pour nous, nous ne définissons pas la facture certifiée comme un simple outil de collecte des impôts, c'est aussi un outil de gestion, de bonne gouvernance pour les entreprises. C'est pour ça que nous avons souhaité que nous puissions avoir vos contributions, dans le sens aussi, pour vous, pour nous, ça peut nous permettre de mieux booster vos affaires. Et comme il a dit, il y aura une présentation sur la facture certifiée. Je voudrais enfin rappeler que la facture certifiée émane d'une volonté du législateur qui se préoccupe, comme nous tous ici présents d'ailleurs, de sécuriser d'abord les recettes en matière de TVA. La TVA, comme vous le savez, c'est la contribution des consommateurs aux œuvres de construction du pays. Donc en ce sens, il faudrait que nous tous, ce soit un souci pour nous, sa sécurisation. Une réforme combien importante dans le cadre de la modernisation et l'amélioration de la gouvernance et la gestion des entreprises, dira le ministre des Finances. La phase opérationnelle de cette réforme a été démarrée depuis le 1er octobre 2020, avec un nombre réduit de contribuables pour éprouver, tester et s'assurer de la fiabilité du dispositif qui est mis en place. Cette phase a connu naturellement l'accompagnement du gouvernement par la mise en œuvre par la mise à disposition plutôt de certaines entreprises, certainement vous en faites partie ici, et gracieusement de ces CAF afin de leur permettre de délivrer des factures certifiées à leurs clients lors des transactions et d'éprouver par la même occasion, comme je le disais, les dispositifs légaux, opérationnels et techniques. La réforme dont nous discutons ici donc de la facture certifiée contribue en ce qui la concerne à l'instauration d'un climat de confiance et de partenariat entre la Direction générale des impôts et les entreprises citoyennes, soucieuses du développement de leurs activités dans le respect de la loi de la République. La réforme de la facture simplifiée participe donc de la volonté du gouvernement d'améliorer la mobilisation des ressources fiscales à travers notamment le contrôle de la facturation de la TVA par l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Elle vise aussi une concurrence plus saine entre les opérateurs économiques. La TVA est une taxe très importante dans les dispositifs de mobilisation des ressources de notre pays. Elle est ainsi une taxe générale sur la consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés au Niger, qu'ils soient fabriqués au Niger ou importés. C'est une taxe indirecte récupérée par les consommateurs, sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive. Le coordonnateur du projet a à son tour saisi l'occasion pour présenter les avantages liés à cette réforme.
Les managers d'entreprises présents à cet atelier ont ainsi compris que pour être à l'abri des conséquences fiscales, il faudrait adhérer à cette nouvelle réforme fiscale. Et à travers une séance de questions-réponses, les objectifs de cette réforme ont été passés au peigne fin. Pour rappel, la facture certifiée a entre autres objectifs la sécurisation de l'argent payé par le contribuable. La maison des jeunes Diadisekou de Niamey a servi de cadre au Rassemblement démocratique pour la République RDR Tchangi pour animer une conférence publique présidée par le président du parti, Mahaman Ousmane. Zainab Gagara, Ibrahim Kantama. De nouveau sortis pour réclamer leur victoire aux élections présidentielles après leurs différentes sorties de contestation des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Le président du parti RDR Tchangi, Mahaman Ousmane, et sa défense ont réuni ce jour 25 septembre 2021 les leaders des partis affiliés et militants à leur conférence publique, dans l'objectif de recontester les résultats des élections et réclamer une victoire qu'ils jugent être la leur. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas du genre de mauvais perdant, comme on dit. J'ai toujours été légaliste, mais j'ai toujours été un résistant à l'injustice, aux violations des droits, aux violations des libertés individuelles et collectives. Oui, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1980, j'étais encore un jeune fonctionnaire, que je résistais contre les injustices, les inéquités, en m'adressant aux juridictions compétentes. Et Dieu merci, j'ai toujours fini par avoir raison. Vous ne m'aviez pas entendu jusqu'ici, c'est parce que j'ai choisi cette voie de droit. Recours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais recours aussi au niveau des autres institutions qui vont au-delà, c'est-à-dire des institutions internationales, telles que la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Lurwanou Abdurrahman, avocat du président Mahaman Ousmane, est revenu sur la requête introduite à la Cour de justice des pays de la CEDEAO. Le procès, ce n'est pas une surprise. Nous ne fuyons pas les réponses de l'État du Niger. Nous voulons que l'occasion soit donnée aux Nigériens de savoir qu'est-ce que l'État va dire face à la plainte et aux reproches qui lui ont été faits d'avoir mal organisé les élections. Parce que nous, au regard de la compétence de la Cour, substantiellement pour des pays d'Afrique où les élections sont généralement fait l'objet de contestation, que les acteurs politiques ne saisissent pas les juridictions internationales en matière de contestation. Je pense que notre Noforco national l'a fait parce que, au regard de la réponse donnée par l'État du Niger, c'est vide. Je ne vais pas rentrer dans ces réponses-là, mais je vais retenir quelque chose pour vous dire que l'État du Niger a reconnu effectivement qu'il y a eu braquage, justement sur ce point, mais l'État du Niger répond pour dire que c'est les terroristes qui ont braqué les urnes. Et ils sont à la recherche de ces terroristes-là. C'est pour vous rassurer que de notre dossier est un dossier fondé qui tient. Il a amené l'État du Niger à faire de gros mensonges sur lesquels on ne va pas parler ici, qui nous donnent l'espoir que on n'a pas eu tort d'attendre cette réponse-là pour voir ce que l'État du Niger va dire. La Cour de justice devrait mettre fin à cette tension politique qui est la toute première fois dans l'histoire politique du pays pour la paix et le développement du pays, a laissé entendre la défense en se prononçant sur la situation. De l'autre côté, il faudrait rappeler que cela fait déjà 6 mois que le pouvoir est consommé et que la gouvernance suit son cours.
L'avenir nous dira sans nul doute plus sur ce processus entamé par la défense du candidat malheureux aux élections passées de notre pays. Du 22 au 25 septembre 2021 s'est tenue au stade général Seyni-Kounché de Niamey la 3e édition du championnat national de Scrabble, une occasion de réunir les joueurs venus des 8 régions du Niger. Le secrétaire général de la fédération évoque également les points faibles du Scrabble nigérien. D'autres détails avec le studio Kalangu. Nous avions organisé le premier championnat en 2015. Alors il y a eu une petite léthargie, il a fallu 2019 pour faire le deuxième et le Covid nous a empêché de faire en 2020, il faut maintenant 2021. Il faut dire que c'est un sport cérébral qui regroupe en tout cas les pratiquants et les amateurs de ce sport. Et nous avons fait venir les athlètes des 8 régions du pays qui sont en train de compétir actuellement durant 4 jours et que les meilleurs vont gagner certainement. Il faut parler de ces championnats pour dire qu'il se joue en 3 formules. La formule élite, la formule classique et la formule paire. En grande partie, en tout cas, nous faisons le Scrabble de salon, nous faisons le Scrabble amateur, nous faisons le Scrabble de distraction. On ne fait pas la culture de l'excellence avec ce genre de pratiques parce qu'au niveau international, vous avez des formules déposées, en tout cas qui sont là et que c'est ça qui se joue. C'est ça qu'on appelle classique, on le joue à 2. Mais quand vous partez dans beaucoup de nos clubs, en y étant à l'intérieur du pays, vous allez trouver les gens en train de jouer à 4. Et la formule de jeu à 4 est appelée une formule de distraction, elle n'est pas compétitive, elle n'est pas primée, elle n'est même pas reconnue au plan international. Nous sommes en train de nous battre pour que, en tout cas, la majorité de ces clubs, la majorité des amateurs et joueurs de Scrabble comprennent que pour jouer le classique, c'est 2 à 2, face à face, c'est à 2 personnes. Et l'autre formule, c'est l'élite, où on vous donne tous les mêmes pions, on vous donne le même temps, on vous donne la même grille et à vous de composer les mots les plus chers. C'est ça la formule la plus frisée du Scrabble et c'est ça qui fait que jusque-là nous avons un seul champion sur tous les 3 championnats et qui n'a jamais été détrôné parce qu'il travaille à ça lui. Tandis que les autres se complaisent à jouer à 4, à 3 et ils ne cultivent pas l'excellence. Et toute notre bataille, c'est de faire en sorte que nous amenions les jeunes Nigériens ou les Scrabblers à parfaire leur formation et à être des super joueurs qui peuvent faire chanter l'hymne national dans les compétitions internationales. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire comme à chaque semaine. Rali Assami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception, bon début de semaine. Bonsoir. Signature de la convention de financement entre l'État du Niger et l'Agence française de développement a constitué un des titres du Sahel. Le Sahel rapporte 6,5 milliards de francs CFA qui sont en soutien aux 2 communes des régions d'Ottawa et Tillabéri de la zone des 3 frontières. Le ministre des Finances, M. Ahmad Djidoud, et l'ambassadeur de France au Niger, son Excellence Alexandre Garcia, ont procédé à Niamey à la signature d'une convention de financement entre l'État du Niger et l'Agence française de développement AFD pour le projet pilote d'opérationnalisation du Nexus Urgence Development dans la zone des 3 frontières.
Cette convention porte sur un financement de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards au profit des communes frontalières des régions de Tawa et de Tillabéri. La maîtrise d'ouvrage de ce projet sera assurée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N, nous apprend le journal, pour qui la cérémonie de signature de cette convention s'est déroulée au ministère des Finances en présence du Haut Commissaire à l'initiative 3N, de la représentante de l'AFD au Niger, ainsi que de cadres des ministères techniques concernés par le projet. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé dans une de ses parutions à la lutte contre le terrorisme. La France donne des gages à ses partenaires sahéliens, écrit dans ses titres le confrère. La ministre française de la Défense, Madame Florence Parly, était en début de semaine au Niger et au Mali afin d'expliquer la nouvelle stratégie de son pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une visite qui, selon le confrère, s'apparente à un gage de bonne volonté face aux velléités de certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée et le Mali, de se tourner vers des horizons militaires russes afin de mieux résister aux attaques djihadistes. Pour rassurer des partenaires dont les opinions publiques sont de plus en plus critiques, la France entend adopter une nouvelle posture à travers la task force Takuba, écrit toujours le confrère, qui ajoute que la ministre française des Armées a annoncé lors de sa tournée sahélienne que son pays allait réorganiser son engagement aux côtés de ses alliés de la sous-région dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Désormais, selon elle, la France entend d'une part passer d'une opération militaire à un dispositif de coopération à travers la task force Takuba qui sera basée à Niamey, et d'autre part de créer les conditions d'un partenariat renforcé avec la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Florence Parly a également confirmé la réduction des effectifs de la force Barkhane qui va passer de 5 000 hommes aujourd'hui à 2500 ou 3000 d'ici 2023. Nous apprend toujours le confrère qui poursuit que la France entend favoriser la montée en puissance des armées sahéliennes au sol, ce qui constitue un gage de plus de résultats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour une meilleure compréhension auprès d'une opinion publique qui reste sur sa faim. La lutte contre la corruption, Bazoum Mohamed, grand diseur, petit faiseur, a constitué un des titres du journal L'Enquêteur. L'enquêteur qui rapporte que les faux semblants de la lutte contre la corruption que mène Bazoum Mohamed accrédite l'adage selon lequel les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Le chef de l'État privilégie le verbiage stérile à l'action décisive, écrit le journal, pour qui il serait tout à fait indiqué de rappeler ce passage du discours d'investiture de Bazoum Mohamed. La meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants. Où en sommes-nous? Près de 6 mois plus tard, se demande le journal, pour qui ceux qui ont applaudi cette promesse présidentielle commencent à déchanter. De toute façon, il ne pouvait en être autrement. Quand on sait qu'au lendemain de cette annonce, Bazoum Mohamed a envoyé un mauvais signal en nommant Oumoudou Mahamadou au poste de Premier ministre. Ce dernier a, selon le confrère, un gros scandale politico-financier qui lui colle au boubou. En 2012, alors ministre des Finances, Oumoudou Mahamadou a été contraint de quitter le gouvernement pour avoir octroyé des marchés publics de plus de 10 milliards de francs CFA en violation de la loi. Par ce choix porté sur Oumoudou Mahamadou pour occuper la primature, Bazoum Mohamed a, selon le confrère, d'une certaine façon décrédibilisé sa propre parole, son engagement à lutter contre la corruption. Au détour d'une interview qu'il a donnée à l'occasion de ses 100 jours de présidence, Bazoum Mohamed a fait cette révélation. J'ai envoyé une inspection au Trésor relativement aux fonds qui ont été sortis pour un agent du service des transports de la présidence de la République. J'ai reçu les conclusions de cette inspection. Il s'avère que Amadou Moussa Ibrahim dit Ibou Karadje a détourné quelques 8 milliards de francs CFA, écrit toujours le journal. Sauf qu'à la lettre des noms des principaux mis en cause dans ce dossier, l'on a le cœur étreint par la déception. Tout l'espoir que ce dossier est bidonné, c'est du moins le sentiment général au sein de l'opinion publique nationale. À Paris Boukaradje et quelques cadres du Trésor national, le banc des accusés ne compte que des lampistes, plantons et autres fonctionnaires subalternes. Il y a fort à parier que dans
dans cette affaire, la montagne risque d'accoucher d'une souris. Aux yeux de plusieurs observateurs, Bazoum Mohamed donne une impression trompeuse en jurant de s'attaquer à la corruption. Pour nombre de Nigériens, le chef de l'État est dans la diversion. Il n'a aucun besoin de diligenter une inspection générale d'État pour convaincre ses administrés de sa volonté d'éradiquer la corruption. Il existe, selon le journal, des dizaines de dossiers de scandales financiers, dont le plus récent est celui des marchés publics truqués du ministère de la Défense nationale, qui ne demande qu'à être dépoussiéré. Puis, à la une du Courrier cette semaine, on peut lire politique. Bazoum Mohamed est-il une marionnette pour Issoufou? S'interroge en gros le journal. C'est le sujet qui est au cœur des discussions politiques dans les salons fêtés et les fadas sur l'étendue du territoire national. Les Nigériens de tous bords politiques et associations socio-professionnelles sont sceptiques quant à la volonté réelle de Bazoum Mohamed de travailler pour le bonheur du peuple. Ils fondent, selon le confrère, leurs doutes sur la présence toujours de Mahamadou Issoufou dans les allées du pouvoir. Pour eux, Bazoum semble être totalement dépendant d'Issoufou. Il est obligé de suivre à la lettre ses instructions par peur de ne pas se faire taper sur les doigts. En tout cas, selon le journal, beaucoup de Nigériens pensent aujourd'hui que le président Bazoum ne peut rien entreprendre pour son pays sans être obligé d'aviser son gourou politique qui est Issoufou Mahamadou. Plus loin dans ses colonnes, le journal écrit que c'est pourquoi des analystes politiques soulignent que Bazoum Mohamed est un président de façade. La réalité du pouvoir est entre les mains d'Issoufou Mahamadou. C'est lui qui contrôle l'Assemblée nationale avec Lankoraou comme premier vice-président de l'institution. Il contrôle aussi le gouvernement dont Oumoudou Mahamadou est le chef avec des ministres qui ne pourraient avoir d'autre choix que de rendre compte à Issoufou. Il cite volontiers Abba Issoufou, Al-Kassoum Indatou, Al-Kash Al-Hada et Madame Oje Adiza, dont le mari est l'ami intime du Premier ministre. Tous occupent des postes stratégiques dans le gouvernement, écrit toujours le confrère, qui ajoute que ce n'est pas tout. Les analystes pensent également que c'est Issoufou Mahamadou qui contrôle la sécurité de Mohamed Bazoum, avec Tiani à la tête de la garde présidentielle, Sidi à la tête de la garde nationale et le général de gendarmerie Chekou Koré à la DGSE, les services de renseignement et de la sécurité d'État. Tous sont considérés, selon le journal, à tort ou à raison, comme étant des inconditionnels de Issoufou Mahamadou. Les analystes ajoutent par ailleurs qu'Issoufou Mahamadou contrôle le secteur économique du Niger, car il aurait des atomes crochus avec des opérateurs économiques et les sociétés qui ont largement profité de ces 10 ans de règne. Pour les analystes, c'est tout cela qui empêche à ce que le pouvoir de Bazoum puisse prendre réellement son envol, pour qu'il puisse s'affranchir des jougs de l'ancien président et travailler réellement pour le bonheur du peuple nigérien. Sinon, il risque de rester toujours sous les bottes de l'ancien président et recevoir ses instructions pour la conduite à tenir relativement à la gestion de l'État et vivre le sort d'un éternel Kamamini. Puis le nouveau républicain, lui, s'est interrogé dans sa parution à la marche citoyenne à Tillabéri. Insécurité quand les populations se méfient des paroles et exigent du concret. L'insécurité a bouleversé la vie à Difa et depuis des années à Tillabéri, davantage sur des vastes étendues minées, presque arrachées, arrosées de sang et de larmes. Les populations ont maintes fois crié leur ras-le-bol et pendant des années qu'ils enduraient les affres de l'insécurité, le pouvoir de l'époque n'avait pas été capable de les écouter, de les entendre. Les terroristes alignant les tragédies pour endeuiller les soldats envoyés au front et les paisibles populations civiles qui avaient alors été contraintes face à la recrudescence du phénomène de quitter leur village pour s'abriter ailleurs dans le pays, multipliant ainsi les déplacés internes qui avaient vécu tant de ces scènes horribles où ils avaient vu les leurs tués cruellement dans une violence inouïe qui pouvait faire croire que leur bourreau, qui chantait pourtant un dieu, serait sans corps. La région n'avait pas trop de chance dans ce qui lui ressemble fort bien à un complot, car de toutes les régions du pays, elle reste celle que la démocratie, la politique, a le plus réussi à diviser avec des hommes qui ne
pouvaient plus s'entendre même sur le minimum. Mais au fil des ans et des misères, des souffrances et des désespoirs, les consciences ont mûri et les hommes, peu à peu, face à l'évidence, finirent par quitter le Babizitareil pour comprendre l'urgence à se retrouver, à se rassembler lorsqu'enfin ils peuvent aussi comprendre que c'est leur existence même qui est menacée quand il devient impossible de vivre et de travailler dans cette partie du pays. Il y en a marre. Les mots que l'on peut entendre à l'entame même de la déclaration sont révélateurs des malaises et de l'esprit dans lequel se trouvent aujourd'hui les populations. Lorsque le coordonnateur crie Tillabéri martyrisé, Tillabéri meurtri, Tillabéri endeuillé, Tillabéri ensanglanté, Tillabéri déstabilisé, Tillabéri paupérisé pour en arriver à Tillabéri abandonné, l'on aura compris selon le journal le ras-le-bol et en même temps le désarroi d'une population qui doute de l'État et qui, ne faisant plus confiance, aspire à se mettre debout pour faire face à son destin. C'est d'ailleurs pourquoi, prenant la mesure de la situation critique que vit la région, il prévient que la présente manifestation vise essentiellement à nous réveiller de notre profond sommeil car notre existence est en danger et cette situation urge donc d'en prendre conscience et d'agir avant le pire. Même si la manifestation peut être appréciée au niveau de la région, il reste que pour la nation, c'est un fait qui rend compte de ces fractures qu'une insouciance politique a laissé se creuser. C'est donc un signe fort selon le journal, mais bien triste pour la nation qui peut ainsi découvrir par un tel acte isolé toute la fragilité dont elle est désormais faite lorsque par leur maladresse ceux qui gouvernent depuis 10 ans ne peuvent pas consolider la nation dans l'oubli de ses frontières ethniques et régionales. Cela est aussi l'héritage d'Issoufou, écrit toujours le confrère. Un pays émietté, douloureux à vivre dans les sillons tracés des différences qui le composent par sa sociologie différenciée et sa configuration ethnique plurielle. Jamais les réflexes identitaires ne se sont aussi exposés que sous le régime d'Issoufou et depuis les regroupements régionaux, voire régionalistes, devenus normaux, ne dérangent personne, écrit toujours le confrère. Puis à la une de la lettre des citoyens, l'on peut lire la 56e édition de la cure salée. Bazoum Mohamed était au rendez-vous d'Ingal. Nous apprend dans ce titre le journal. Les festivités dans le cadre de la 56e édition de la cure salée ont été démarrées comme prévu le 17 septembre 2021 et été clôturées le 19 septembre 2021. Le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, avait pris part à cette fête de grande retrouvailles d'Ingal sur le pâturage salé de la plaine de l'Iraser entre nomades et sédentaires venus des 4 coins du pays. Accompagné par une forte délégation, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a été chaleureusement accueilli à Agadez comme à Ingal. Dans les deux localités, l'ambiance était à son comble. Le thème retenu cette année pour cette 56e édition de la cure salée, édition 2021, est la cure salée, acteur de la consolidation de la paix pour une mobilité pastorale durable et un développement des chaînes de valeur. Le journal rappelle que l'écrasante majorité des Nigériens ont suivi cette importante rencontre annuelle des pasteurs et agriculteurs à Ingala à travers leur petit écran. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.